On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une levée de fonds au Centre de partage communautaire Joannet. Mais d'abord, parlons de la vétusté des infrastructures municipales. Parlons d'infrastructures municipales, parlons du parc immobilier de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, parlons aussi de l'indice de vétusté, un indice qui mérite d'être mieux connu de la part du public sur l'âge et l'état de nos bâtisses à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bref, faisons le tour de la question et aussi de l'urbanisme, de la vitesse à laquelle les requêtes sont parfois arrivées. Il peut y avoir certaines plaintes parfois du milieu d'affaires. Bref, faisons le point avec le directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Dubois. Bonjour et bienvenue. Monsieur Latour, merci. Bon, il y a quelques semaines, on a vu un débat politique entre les élus, à savoir si on devait ou non rénover la piscine du complexe Claude-Raymond. Sauf que pendant ce débat-là, ce qui est intéressant, nous avons appris, bien, c'est normal aussi un peu, qu'il existe à Saint-Jean un indice de vétusté. Donc, vous avez votre liste dans le parc immobilier de l'état des bâtiments, lequel a besoin de plus d'amour, puis lequel en a peut-être un peu plus ou moins besoin. Bon, qu'en est-il de cet indice-là et ça fonctionne comment? En fait, c'est pas un indice de vétusté qu'on a. On a commandé un plan directeur des biens immobiliers de la ville, qui était une étape vers un dossier complet. L'idée étant de se faire un portrait, donc un diagnostic de nos infrastructures, autant au niveau de la structure du bâtiment, donc de dire est-ce que le bâtiment est encore adéquat, est-ce qu'il est en forme, le bâtiment, et est-ce qu'il est toujours adéquat pour l'utilisation qu'on en fait actuellement. Donc là, on s'en va vers l'occupationnel et le fonctionnel. La première étape étant le plan directeur des biens immobiliers, dans lequel il y a effectivement l'indice de vétusté, entre autres. Donc, ce premier plan-là nous a été déposé. C'est un document de travail actuellement parce que l'ensemble du dossier n'est pas complété. Quand on a reçu ce plan directeur des biens immobiliers-là, 135 bâtiments et infrastructures à la ville, bien évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait certains bâtiments qui demandaient rapidement des interventions, si ce n'est que pour les sécuriser. Donc, ce qui a été fait assez rapidement. Aussi, devant le constat, bien, c'était notre devoir comme gestionnaire d'informer les membres du conseil actuellement, déjà, à dire on s'en va vers un dossier complet, mais sachez, mesdames, messieurs du conseil, qu'on a des bâtiments actuellement sur lesquels on devra prendre des décisions rapidement ou qui justifieront la mise en place de certains dossiers de bâtiments priorisés pour régler le maximum de problèmes possibles dans ces 135 bâtiments-là. Quel est l'état de santé du parc immobilier de la ville de Saint-Jean en ce moment? Si on dit qu'on a 135 bâtiments répertoriés, puis on comprend qu'ils n'ont pas tous le même âge, c'est tout à fait normal, mais notre parc, il est en bon état, il est sous la moyenne, au-dessus de la moyenne. C'est quoi l'état de santé de nos bâtisses? Je vous dirais qu'il est dans le même état qu'à peu près l'ensemble des bâtiments publics au Québec. Donc, il y a eu un sous-investissement dans le maintien de nos infrastructures. Je parle de bâtiments, là, hors sol. Et le constat que l'on a actuellement, c'est ça. Donc, on a des bâtiments, effectivement. On en a trop, hein, commençons par la base, là, 135 bâtiments. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. On parle de bâtiments et d'infrastructures, là, mais c'est beaucoup trop. Donc, ça, c'est le legs des fusions municipales. Et ce 135 bâtiments-là n'a jamais été remis en question pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons, contexte politique. Évidemment, en 2001-2002, c'était pas le temps non plus de remettre en question certains bâtiments, donc c'était encore très fragile, très sensible comme sujet. Donc, on ne mettait pas ça en question. Le temps passé, il y a des contextes politiques qui ont fait que ça n'a pas été remis en question. Donc, là, on a 135 bâtiments, on en a trop. Certains ne sont plus adéquats. Certains sont rendus très vétustes, effectivement. Et là, bien, on a une opportunité de pouvoir prendre des décisions, puis de proposer au Conseil un investissement plus équilibré dans nos portefeuilles d'investissement et pouvoir éliminer certains bâtiments. Si vous dites qu'il y a eu un sous-investissement, puis j'aurais envie de dire aussi, on regarde au niveau du gouvernement du Québec dans les années 80-90 à Montréal, les infrastructures, on a pelleté par en avant, puis ultimement, c'est des choix politiques, là. Mais si on a sous-investi dans les dernières années, est-ce qu'on doit y aller vers un rattrapage? Parce qu'ultimement, l'enveloppe annuelle pour l'investissement,
elle ne grossit pas nécessairement, à moins d'augmenter les taxes ou d'emprunter sur du très long terme. Non, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'il faut être stratégique. Et il faut équilibrer les portefeuilles d'investissement. Le Conseil aura des choix à faire vers le 20 juin, là, au moment où on va adopter le plan triennal d'immobilisation. Et ce qu'on propose au Conseil, c'est de dire, on peut faire l'aveugle. On a un constat maintenant et il faut considérer le constat que l'on a dans les décisions à prendre en investissement maintenant. Il faut le faire avec stratégie. Donc, quand on a des opportunités qui passent, prenons par exemple le complexe municipal. Bon, le complexe municipal, c'est un dossier qui a été reporté dans le temps. Là, on est devant un constat où le complexe municipal, tel qu'il est pensé, tel qu'il est développé actuellement, pourrait permettre de régler 14 des bâtiments et infrastructures qui sont ciblés dans le plan directeur des biens immobiliers et de les éliminer du plan. 14 bâtiments ou infrastructures qui sont dans un état de vétusté avancée. Donc, il faut que ces projets-là, déposés aux membres du Conseil, on le fasse, nous, stratégiquement, pour que les membres du Conseil puissent prendre la décision la plus éclairée possible en réglant le maximum de problèmes possibles aussi. Parce qu'en même temps, il y a une pression publique, citoyenne, et forcément les politiciens étant les politiciens, ils ont un bon de commande, ils ont des engagements, ils ont des promesses, puis bon, un veut des tuyaux d'un chemin des Patriotes, puis l'autre veut une piscine, puis bon, on connaît le topo, une passerelle, bon. On pourrait faire la liste, et ça, c'est pour des nouvelles infrastructures. Mais encore faut-il entretenir les existantes. Absolument. C'est pour ça que je parlais d'équilibre dans les portefeuilles d'investissement. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent d'investi pour le maintien de nos infrastructures. On doit avoir de l'argent d'investi dans la mise à niveau de certaines infrastructures et on doit avoir de l'argent à investir dans de nouvelles infrastructures. Et donc, il faut rétablir un équilibre dans les portefeuilles. Vous savez, si on ne fait rien actuellement, dans les 10 prochaines années, la Ville devra investir 108 millions pour maintenir les bâtiments actuels pour lesquels ils ont été bâtis. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le garage municipal d'Iberville, qui est à la base une écurie. Oui. Bon. Bien, il y a une partie de ce 108 millions-là, pas la totalité, c'est un exemple que je vous donne, mais il y a une partie de 108 millions qui devrait être investie dans les 10 prochaines années dans ce garage municipal-là pour le maintenir à l'état d'écurie. Ajusté pour un garage municipal, mais inadéquat sur le plan fonctionnel, parce qu'il ne fait plus l'affaire. Mais ça, c'est comme l'enjeu qu'on a aussi du côté de l'ancien Saint-Jean, qui est le garage municipal, où il y avait même certains enjeux de CNESST à certains moments. Absolument. Évidemment, c'est pas très sexy pour les élus d'investir dans quelque chose que le public ne voit pas. Mais en même temps, comme employeur, je présume que la Ville se doit d'offrir à ses employés un environnement qui est correct et sécuritaire. Là. Absolument. D'ailleurs, c'est une partie, ça fait partie du plan stratégique de la Ville. Le plan stratégique de 10 ans qu'on vient de produire, qui a été produit en collaboration avec tout le monde, avec les citoyens, avec les groupes d'intérêt, ça fait partie de ça. Mais quand on parle d'une infrastructure comme ça, pour les employés qui sont au service des citoyens, bien, on touche aussi à la qualité du service aux citoyens, là. Donc, ce complexe municipal-là, qui sera une porte d'accès aux citoyens à certains services municipaux, il faut le considérer, ça aussi. La question que je me pose souvent, constatant qu'il y a eu un sous-investissement, constatant que là, il faut entretenir ce qu'on a déjà, et on constate aussi qu'on a besoin de nouvelles infrastructures parce que la ville grossit, on vient de passer le cap du 100 000 habitants. Saint-Jean-sur-Richelieu, à moins que vous me disiez le contraire, n'est pas une ville qui est extrêmement endettée comparativement à d'autres villes au Québec. Est-ce que la recommandation aux élus, puis ils auront un choix à faire, mais est-ce que la Ville pourrait se permettre de s'endetter peut-être un peu plus pour combler ce rattrapage qu'on doit faire? Vous avez raison, le taux d'endettement de la Ville est quand même... On est dans une position favorable, confortable. Donc, il y a de l'espace. Et là, tout devient un choix politique. Alors, il est possible que les élus prennent la décision au PTI de cette année, de dire, bien, oui, on va rehausser un petit peu le seuil d'endettement pour pouvoir être capable d'investir dans du développement
tout en investissant aussi dans des maintiens des infrastructures. Donc, c'est un choix qu'il pourrait faire, mais effectivement que c'est un des outils qu'on a dans le coffre actuellement. Quand on parle aussi de vétusté des bâtiments, un qui est peut-être très visible aux yeux de la population, c'est l'aréna municipale sur le boulevard Gouin. Même eu un problème mécanique à 2 semaines avant la fin de la saison, une pompe à lâcher ou quelque chose du genre. Ça, c'est un exemple. Je me rappelle, il y a 10-20 ans, c'était un débat à savoir qu'est-ce qu'on faisait avec ça, est-ce qu'on rénove et tout ça. Puis on le sait, là, des glaces, on en a besoin. Je comprends qu'il y a peut-être un projet que le junior, on verra l'issue de ça dans quelques semaines peut-être. Mais bref, ça, c'est un besoin où on a déjà une glace, mais en même temps, il en manque une. Oui, absolument. Bien, C'est ça, l'exemple que vous donnez est excellent. Donc là, on a un besoin d'une glace parce que l'aréna de Gouin est plus que sur le respirateur, là, t'avais déterminé. Et il nous manque quelques heures de glace supplémentaires. Donc, quand je parlais d'opportunité tout à l'heure et je disais, bien, devant les membres du conseil, avec ce qu'on a maintenant comme diagnostic, même si on n'a pas encore le plan occupationnel et fonctionnel, de dire, on a une aréna là, qui est en train de mourir complètement, mais on a aussi une opportunité peut-être d'avoir une franchise. Bon, tout ça, il faut aussi se mettre en mode créatif et de le penser en gestion publique 2023, 2024, 2025 et ne plus faire supporter l'ensemble des infrastructures sur le dos des citoyens non plus. Bon. Au-delà des infra actuels ou du parc immobilier ou des projets futurs, il y a aussi le volet au niveau de la construction de nouveaux logements ou de nouvelles maisons. On le sait, la ville n'est pas encore saturée. Il y a encore des terrains disponibles, mais il y en a de moins en moins. Il y a une pression populaire pour densifier. Mais encore là, on le voit avec les travaux qu'on va faire sur le séminaire Saint-Louis. On refait les infras en dessous, même Douglas, où actuellement, les infras d'aqueduc et d'égouts sont séparés, mais la capacité est limitée en regard de tout ce qui s'est construit alentour. Mais souvent, ce qu'on entend de la part des promoteurs qui ont des projets, c'est ça va pas assez vite à l'urbanisme. On pourrait faire un peu un shortcut et dire, écoutez, là, nous, là, le tuyau, là, on va le payer, on va le faire, là, donnez-nous l'autorisation. Quel est le point de vue de la direction de la Ville à l'égard de ce qu'on entend de la part du milieu d'affaires et des promoteurs qui trouvent que ça va pas assez vite? Bien, écoutez, les promoteurs, les constructeurs, les investisseurs sont des citoyens essentiels à la progression de la ville. Puis ça, je le répète et je vais le répéter tout le temps. Naturellement, ce sont des partenaires dans ce qu'on va faire avec Saint-Jean dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme Saint-Jean-sur-Richelieu dans 25 ans et dans 30 ans. Est-ce qu'on veut 120 000 habitants? Est-ce qu'on veut 150 000 habitants? Est-ce qu'on veut 175 000 habitants? À quel endroit on arrête Saint-Jean-sur-Richelieu? Et ça, il faut se poser la question. Parce que tous les plans qui vont découler de ça, autant les plans d'urbanisme que les plans d'infrastructure, vont être en fonction de l'objectif qu'on va se fixer. Et actuellement, je poserais la question, puis on arrête où Saint-Jean-sur-Richelieu? Mais personne qui peut me répondre. Mais je ne pense pas que les élus ont fait leur nid là-dessus en ce moment. En tout cas, Non, c'est pour ça. Et cette discussion-là, les a eues avec les élus. Et les élus sont montés très ouverts, puis on dit, bien, vous avez absolument raison. On sait quoi notre objectif de ville et de vie joannaise? Il faut la poser, la question. Et c'est pour ça que à la fin de l'année, cette année, on s'en va vers l'octroi de mandat pour refaire le plan d'urbanisme de la ville. Et c'est là que ça va se décider? Ah, ben oui. À partir du plan d'urbanisme, on va pouvoir rêver notre ville pour les 25, 30, 35, 40 prochaines années. Et tout le monde, c'est un grand chantier. C'est un chantier de 2 ans, 2 ans et demi. Mais tout le monde va y participer. Les élus, les groupes d'intérêt, les entrepreneurs, les citoyens, tout le monde va être appelé à participer à des tours de table, à des journées de travail pour amener leur input vers ce plan d'urbanisme-là qui sera adopté éventuellement. Et là, on va savoir où on s'en va. Entre-temps, bien évidemment, il y a des secteurs périurbains actuellement, un petit peu au nord, un petit peu au sud, un petit peu à l'ouest. Et là, il dit, je comprends les entrepreneurs, je les comprends tout à fait, puis j'en rencontrais déjà encore un cet avant-midi. Puis on veut développer un peu là, on va développer un peu là. Je comprends. C'est vrai qu'avec des ententes promoteurs, on peut faire absorber les infrastructures par les entrepreneurs, mais le problème ne s'arrête pas là, parce que quand on s'en va en périurbain, une fois que le secteur est bâti, puis que les tuyaux sont rendus, puis que l'entrepreneur s'en va, tout le maintien après, récurrent, annuel, donc toutes les voies cyclables, le transport actif, le déneigement, l'éclairage de rue, le transport en commun,
tout ça doit être supporté par l'ensemble des Joannais en surplus, parce que ça demeure après, et ce sont des petits périurbains, donc c'est pas desservi actuellement de cette façon-là. Donc, il faut à chaque fois penser, dire, en plus des tuyaux d'infrastructure qui peuvent le supporter ou pas, bien, qu'est-ce que ça donne comme charge sociale supplémentaire, charge financière supplémentaire pour l'ensemble de la ville? Donc, si je comprends et je résume vos propos, quand on entend, disons, des récriminations de la part de la famille Ouimet ou Baillargeon qui ont des terrains, qui veulent faire des projets, c'est facile pour eux de dire on va payer le tuyau, alors que pour vous, c'est de dire oui, mais nous, on va devoir payer la suite à long terme. Bien, je dirais pas facile, parce que quand on parle avec ces personnes-là, qui sont, je le répète, là, des personnes excessivement importantes pour notre ville, là, quand on parle avec ces personnes-là puis qu'on leur explique, ils comprennent. Ils comprennent. Mais des fois, c'est pour ça qu'il faut se parler. C'est pour ça que quand on regarde un petit peu plus loin, puis on se dit, bien, nous, on a à supporter le reste parce que les citoyens vont demeurer et on est là pour eux. Et quand ils vont être rendus dans les beaux bâtiments, bien, ils vont cogner à la porte de la ville et dire, hey, on veut les services, là. On veut le commerce de proximité, on veut le déneigement comme il faut, on veut le transport commun. Donc, c'est ce qu'il faut prévoir après. Daniel Dubois, merci beaucoup. Plaisir. Restez des nôtres, on vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le Centre de partage communautaire Joannais lance un défi levée de fonds au cours des prochaines semaines. Question d'en apprendre davantage avec nous pour en parler. Jean Lamoureux, bonjour et bienvenue. Bonjour. Il faut toujours faire un petit peu d'histoire sur ce qu'est le Centre de partage communautaire Joannais. Plusieurs installations dans la ville et c'est ce qu'on appelait autrefois les petites sœurs. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi on les appelait les petites sœurs, mais c'était l'expression qu'on utilisait. C'est parce que la sœur Morneau qui a créé ça en 83, d'ailleurs, nous autres, on veut souligner le 40e anniversaire du départ du CPCJ avec sœur Morneau, qui était une sœur grise. Donc, les gens abrévent ça en disant on va aller aux petites sœurs. C'est ça. Mais ça a commencé pas loin de la place du marché. Mais après ça, ça s'est déplacé, effectivement, la place qui est devenue les petites sœurs sur la rue Mercier. Mais seulement à partir des années 88. Là. Donc, de 83 à 2023, ça donne 40 ans. On veut profiter de l'occasion pour souligner cet événement-là. Rares sont les institutions qui ont 40 ans. La Fondation de l'Hôpital, entre autres, a 40 ans. T'sais. Mais on commence à avoir des organisations là, qui célèbrent des 30, 35, 40 ans. On commence à en avoir. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-unes, dont le centre de partage. Le centre de partage, aujourd'hui, bon, toujours situé sur la rue Mercier, mais vous avez une installation aussi sur la rue Foch, principalement pour les gens qui viennent porter les meubles. Vous avez aussi votre comptoir qui est plus comme sur Champlain, ouvert au public, un centre. C'est une grosse organisation. La levée de fonds, dans le fond, là, le message qu'on passe, c'est que depuis, je pense que je l'ai mis dans le mémo, là, depuis 3 ans, c'est très difficile. À partir de la pandémie et tout ça, c'est très difficile pour nous autres. Et on s'est dit, c'est sûr que si nous autres, ce qu'on fait, on fait de l'intégration sociale, on fait du recyclage. La partie du recyclage que nous, le vocabulaire est rendu commence à être employé, là. L'économie circulaire, ça fait longtemps qu'on le fait, là. T'sais. Puis là-dessus, ce qu'on veut faire passer comme message, est-ce que les gens s'intéressent à ce qu'on fait avec, finalement, tous les dons qui sont donnés, là? Alors, on fait vraiment l'économie circulaire, mais on aide surtout toutes les familles dans le besoin en gardant les prix très bas. Pour faire un lien avec la période difficile qu'on traverse, là, nous, évidemment, on a des employés en intégration sociale. Je ne décrirai pas tous les caractères de ces gens-là, mais il faut vraiment essayer d'intégrer ces gens-là, sinon il y aurait de la difficulté à se réinsérer dans la société. Ça, c'est un premier chose. Un deuxième temps, lutter contre la pauvreté. Et la caractéristique qu'on a décidé de faire quand on parle du problème depuis 3 ans, évidemment, nous, on veut que ces gens-là aient un revenu parce qu'on les paye. Ça, c'est un des gros défis à nous. Les ventes qui doivent finalement à 100 financer toutes les intras,
le problème des chauffages, électricité, etc. Ouais. Puis, je fais remarquer que depuis 3 ans, nous autres, on paye des gens au moins au salaire minimum, la majorité. On parle là, de 25 à 35 personnes. Là. Le salaire minimum, depuis 3 ans, a augmenté de 17 Ceux qui se demandent comment ça, c'est 50 cents, 75 cents, une pièce, ça fait 17 Oui. Ouais. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que votre modèle d'affaires, qui a toujours relativement bien fonctionné, là, il est comme à l'extrême limite de l'élastique. Autrement dit, les coûts d'opération augmentent. On connaît le phénomène de l'inflation, mais en même temps, oui, l'augmentation du salaire minimum, donc ça a un impact. Mais on est toujours dans le type d'une entreprise d'économie sociale. Là. Oui, exactement. Ouais. Nous, ce qu'on a choisi de faire, premièrement, évidemment, aider ces gens-là, puis on a suivi le salaire minimum. Il n'est pas question de passer à côté de ça. L'autre chose qui est intéressant, qui est important, on a refusé d'augmenter les prix systématiquement pour suivre l'inflation, parce que notre clientèle, c'est des gens qui sont dans le besoin. On est content aussi s'il y a des gens aussi qui peuvent venir nous donner des dons, qui font en sorte qu'on vit un peu de la vente des biens qu'ils nous donnent. Mais il y a du personnel, il y a des intrants là-dedans, chauffeur, électricité, etc. T'sais, ce qui fait qu'on se dit, on veut aider les gens dans le besoin, mais on ne veut pas augmenter les biens. Ouais. Donc, dans le fond, le levée de fonds qu'on fait, on veut à la fois conscientiser les gens au recyclage, dire que ce qu'on fait, c'est pas vrai que ce qu'ils nous donnent s'en va au vidange. Il y a une très faible partie qui s'en vont au recyclage. Donc, est-ce qu'il y a assez de monde dans Saint-Jean? Notre défi, c'est de dire, y a-tu 2000 personnes au moins? On s'est fixé un but assez modeste. Y a-tu 2000 personnes qui peuvent, dans le défi, on a la référence avec comment s'y prendre pour le donner, là, en disant, y a-tu au moins 2000 personnes qui peuvent me donner 10 piastres? Puis là, on a étalé ça sur 40 jours, parce que c'est sur le 40e anniversaire des Sœurs Grises qui sont ici. Parce que dans les fêtes, les gens vous donnent des vêtements, entre autres, qui des viennent vêtements, porter. des meubles, des jouets qui sont en même temps, vous avez triés. quelques cloches jaunes dans la ville qui sont identifiées au centre de partage. Oui. Il y a aussi ceux qui vous donnent des meubles, ou encore là, même des fois, c'est vous-même qui C'est nous allez autres. chercher les meubles chez les gens. Donc, juste pour montrer l'aide, la partie qu'on aide finalement l'ensemble de la ville, parce qu'on va partout dans l'ensemble de la ville. Tu sais, l'exemple, par exemple, des collectes, les gens nous appellent pour aller chercher les meubles, puis on leur dit, bien, on veut qu'ils soient bons, etc. Mais juste un exemple, là, j'ai mis un chiffre, là, mais je ne veux pas qu'on fasse une guerre de chiffres. Déjà, au-dessus de 770 collectes qu'on fait dans l'année. C'est énorme. Là, il faut vous dire que ça ne fonctionne pas 5 jours par semaine, là. Parce que nous, il faut aller ramasser les boîtes. Il faut faire les transferts. Une fois que les biens sont triés, on fait des transferts d'un magasin à l'autre. OK? Donc, aussi, on va aussi faire des livraisons. Parce que les gens nous disent, ben moi, je suis bien prêt à acheter, mais j'ai rien. Bien, parfait, on va vous les livrer. Il y a un coût très minime, ça ne couvre même pas des frais de déplacement. Mais, dans le fond, quand on regarde ça, il y a du tonnage absolument important. Ce qu'on constate, c'est ce qu'on appelle du jus de bras. Là. C'est-à-dire que si vous faites 770 collectes par année, là, ça en est, là, c'est de la manutention. Oui. Là. Mais ça, c'est sans compter que, ajouté à ça, on ramasse les électroménagers, entre autres laveuses, sécheuses. Et ce qu'on fait avec ça, ceux qui pensent que, ils nous les donnent, on les envoie, qu'on les vend, on ne veut pas les vendre au grand public. Parce que on a une mission aussi d'aller les personnes dans le besoin. On fait du dépannage. Et le dépannage, là, je peux vous dire que juste cette année, en 2022, c'est chez 2022, on a 116 hommes qui ont été en dépannage, 106 femmes et au moins 81 enfants. Ça, c'est globalement les familles. Là, on faut calculer un peu de même pour voir. Puis ça, là, écoute, on donne les biens. Les gens qui ont passé au feu ou qui ont des problèmes conjugaux, qu'ils n'ont plus de logement, puis là, ils se relogent. Souvent, c'est les polices, pompiers qui nous rejoignent. Et ce qu'on fait, dans les fêtes, on lui dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Évidemment, les électros, c'est un élément important quand ils se relocalisent. Mais des fois, c'est les meubles au complet, là. Cuisine, table, chaise, lit, vaisselle, et c'est donné.
Ce qui fait que cette mission-là de, je t'ai pas dire de la pauvreté, c'est majeur. Et cette pauvreté-là, et on le voit, puis vos collègues de la Saint-Vincent-de-Paul, même chose pour le volet alimentaire, mais cette pauvreté-là, elle va en grandissant, là. Ça va pas en diminuant. Donc, forcément, vous en avez plus dans votre cours, les autres organismes du milieu en ont plus dans leur cours, ça va toujours en montant, cette affaire-là. C'est pour ça que, dans le fond, une levée de fonds avec souligner le 40e anniversaire, c'est un peu un message, je t'ai pas dire, pour être franc, pour être honnête, c'est un message où on demande aux gens, c'est un peu un appel au secours, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas rouler avec une inflation que nous, on refuse de mettre les prix, de monter les prix, mais on continue à aider nos gens en intégration sociale. Puis donc, de quelle façon les gens peuvent-ils vous aider? De quelle façon les gens peuvent-ils verser un don au centre de partage? Bien, verser un don, je ne sais pas si votre... ils peuvent le faire à chacun de nos centres, au 210 chez Champlain, au 150 Foch et au 280 Mercier, au comptoir directement. Ou bien non, directement par en don. En ligne? Les dons en ligne, oui. On a ça, là. info@cpcjoannais.com. Évidemment, dans les choses en ligne, il y a toujours un petit mot, là. Donc, avec des reçus pour fin d'impôt? 10 $, on ne donne pas de fin d'impôt. Mais pour ça que le défi s'adresse un peu à monsieur tout le monde qui dit t'as-tu 10 piastres à mettre dans le pot? Le défi, c'est de trouver 2000 personnes. On n'est pas trop gourmand. J'espère qu'il peut y en avoir plus que 2000. Ceux qui vont nous donner plus que ça, là, on va faire des reçus d'impôt selon la loi. Donc, du 12 juin au 21 juillet, c'est le défi levée de fonds au Centre de partage communautaire Joannais. Puis le mot qui va avec en ligne, c'est la réponse, c'est défi. Défi. Évidemment. Jean Lemoureux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Alors, on souhaite que les gens participent à notre levée de fonds. Merci. Ça sera grandement apprécié. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Petit rappel, 2 importants chantiers cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu, séminaire Saint-Joseph-Toupin, complètement fermé pendant 2 mois, et bien sûr le carrefour giratoire Douglas. À demain.